Eh bien, nous sommes live. Bonjour et bienvenue aux premiers 60 participants. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Lucie de l'agence DIR pour parler des contenus UGC et créateurs et des meilleures stratégies pour transformer ces contenus en levier de croissance. Alors, Bonjour, enchantée. Du coup, je suis Lucie Pelouas. Je suis lead social media à l'agence DIR. Globalement, j'accompagne les marques sur leur stratégie social media, donc production, que ça soit UGC, asset de marque, et amplification événementielle, paid, les stratégies au global. Et donc, moi, je suis Adélie, responsable marketing chez Call Square pour la France. Je vais vous commencer par vous présenter DIR. Donc DIR, ça fait maintenant 10 ans qu'on existe. On est une agence de digital indépendante. On accompagne les marques comme de véritables partenaires. On les accompagne de la stratégie au déploiement jusqu'à la perf. On a plusieurs pôles d'expertise qui sont la stratégie, le brand content, le social media, l'influence ou encore l'event. On est maintenant 30 collaborateurs et on accompagne plusieurs clients sur différents secteurs, notamment Dyson, le groupe Bolton, Brita, Swatch ou encore Trade Republic. On a gagné récemment le prix de l'agence d'influence de l'année 2025 par Influencia. Et côté Call Square, on a également gagné un prix Influencia comme l'agence DIR, mais du coup sur la meilleure plateforme d'influence marketing. Donc Call Square, c'est la technologie plateforme leader d'influence marketing en Europe, qui permet aux marques et aux agences de comprendre qui parle d'elles et de leurs concurrents, de créer et gérer leurs campagnes d'influence de A à Z sur la plateforme jusqu'au paiement des créateurs. Et bien sûr d'analyser en profondeur et avec précision les performances de ces campagnes. On est aujourd'hui 140 collaborateurs en Europe et Call Square est une entreprise à mission qui favorise une influence plus responsable via la cofondation, la fondation d'organisations professionnelles du secteur ou encore l'intégration directe des réglementations dans la plateforme et dans les indicateurs. Et on a aujourd'hui plus de 2000 clients dans 30 pays. Et donc aujourd'hui, avec Lucie, on va vous parler. Alors moi, je vais commencer par vous expliquer pourquoi l'UGC est devenu incontournable en termes d'usage et d'explosion de ces usages, les grands types d'UGC, les stratégies qui performent, et les best practices pour que vos stratégies UGC et créateurs performent bien, avec en exemple des success stories des Secrets de Loli et Timberland. Lucie vous parlera ensuite de l'approche de l'agence DIR et notamment de 6 facteurs clés de succès que l'agence a identifiés pour faire performer ses stratégies UGC, où ils en font énormément à l'agence, et par exemple aussi comment et quand amplifier des contenus créateurs qui performent, avec en illustration également de cas d'usage avec Photobox et Little Green. Et puis, on répondra enfin à vos questions à la fin. Alors, tout d'abord, l'UGC, petit rappel, ce que c'est, ce sont des contenus créés par les individus plutôt que par des marques. Ces contenus ont du coup l'avantage de paraître plus authentiques et directement natifs aux plateformes sociales. Ils permettent d'augmenter la confiance des utilisateurs envers une marque, mais également c'est un levier de conversion, on va le voir. Et ça permet notamment pour les marques de déployer leur présence sur différents points de contact et de répéter les expositions tout au long du parcours d'achat des utilisateurs. Également, pour résumer, ce sont des formats plutôt peu ou pas scénarisés avec une
production légère par opposition à une forte production, de créateurs qui ont une forte proximité avec leurs audiences et qui reproduisent les comportements réels des utilisateurs. Alors, en termes d'usage, là, ce sont les chiffres de notre dernier panorama de l'influence marketing en Europe chez Callsquare. On voit vraiment que l'UGC est devenu incontournable en influence, puisque presque 2/3 des marketeurs, 65% en France, co-créent aujourd'hui des contenus, une proportion similaire en Europe à 64%. Et également, près de la moitié aujourd'hui réutilisent aussi ces contenus UGC pour les amplifier en paid, 45% en France et 44% en Europe. Et on voit vraiment au cours de la dernière année que c'est un usage qui a littéralement explosé, puisque en Europe, ils étaient 33% des marketeurs à utiliser des contenus UGC en Europe, contre 44% aujourd'hui. Et en France, c'est un usage qui a progressé de 5 points. Et cela va continuer encore à augmenter, puisque dans ce même panorama, on a 55% des marketeurs en Europe qui nous ont déclaré qu'ils allaient augmenter leur investissement en UGC en 2026, et encore plus 62% qui prévoient d'accroître leur budget en paid media en Europe. Alors l'UGC, pourquoi ça marche? Premièrement, pour son caractère d'authenticité. Les vidéos paraissent naturelles, créées par des utilisateurs, des fans. Du coup, ça suscite davantage d'engagement que des productions à gros budget. Deuxièmement, l'UGC marche parce qu'il crée de la proximité entre la marque et ses audiences. Ça rend les marques plus humaines via la communication, les contenus qui sont créés par les utilisateurs. Et troisièmement, ça marche pour sa dimension utile, puisque les créateurs ne sont pas là pour vendre un produit, mais montrer les bénéfices que ce produit leur apporte dans leur vie quotidienne. Alors, on a récemment publié chez Callsquare un guide UGC que vous pouvez télécharger avec le petit bouton en dessous de la slide, où on distingue 5 grands types d'UGC. Premièrement, de l'UGC organique, créé par de vrais clients, des fans. Ça va être des contenus très spontanés, des avis, témoignages, unboxing, et là, sans rémunération. Deuxième type, l'UGC payé, où là, on va plutôt s'appuyer, les marques et agences vont plutôt s'appuyer sur des créateurs avec une audience inférieure à 10 000 abonnés. Là, ça va être des contenus qui sont produits à la demande de la marque et relayés ensuite en ads sur leur site ou en social media, avec là une rémunération, soit en tarif fixe par asset ou en pack. Troisième type, l'UGC d'influence, où là, on va avoir des cibles aussi bien nano, micro, mais aussi mid-tiers, qui vont créer des contenus spécifiquement pour leur audience, mais qui sont ensuite aussi réutilisés par les marques, où là, on va avoir un mode de rémunération à la fois sur le post et en droit de réutilisation de ces contenus par la marque. Et quatrième grand type, l'UGC de volume, où là, les marques agences vont s'appuyer sur de larges groupes de nano, micro influenceurs pour créer une variation de contenu autour d'un même produit, et ce qui va permettre à la marque de multiplier les points de contact sur différentes plateformes et d'accompagner l'utilisateur tout au long de son parcours d'achat. Là, on aura un coût unitaire plus faible. Et cinquième et dernier type, l'EGC, Employee Generated Content, donc généré par des employés d'une société, qui va venir renforcer la crédibilité, la confiance et l'image positive d'une société, avec là une rémunération en interne.
Pour résumer ici, ben, voilà, on va avoir premier type les créateurs, UGC qui sont rémunérés pour produire du contenu, vs les influenceurs qui sont rémunérés et sélectionnés pour, leur audience et c'est vraiment l'association de ces 2 stratégies qui va permettre, de construire une stratégie très performante. Toujours dans notre, guide UGC, on a identifié 3 grands piliers, pour construire des stratégies UGC, performantes. Le premier pilier, ça va être la production de contenu, par les créateurs de contenu, donc identifier les bons profils qui surperforment et qui vont pouvoir produire, des contenus de qualité. 2e étape, ça va être la diffusion et l'amplification, de ces contenus. Dans un premier temps, choisir là où les plateformes où le contenu va trouver, son audience, le diffuser en organique et voir l'attraction, la performance que ça génère, en organique pour ensuite amplifier en paid, les contenus qui performent, le mieux. Et 3e brique, la répétition. Grâce au contenu UGC, les marques et agences vont pouvoir, déployer des stratégies à grande échelle, sur différentes plateformes, via différents créateurs et formats, en réutilisant ces contenus produits, ce qui permet d'accompagner l'utilisateur tout au long de son parcours d'achat. Et donc, on voit que les stratégies les plus performantes, c'est vraiment celles qui vont allier et faire interagir et vivre côte à côte le contenu, la diffusion et la répétition dans le temps. Adélie, je me permets une petite pause entre 2 slides. On nous a posé la question si on pouvait recevoir la présentation, après, le webinaire. Ouais, tout à fait, bah, je l'intégrerai, dans l'email, post-webinar qu'on vous enverra, après avec le replay aussi. Du coup, pour illustrer cela, bah, je voulais vous présenter, le case, la success story des Secrets de Loli, donc qui est une marque que vous devez connaître, de marque de soins, capillaires, premium, qui a parfaitement combiné une stratégie d'influence, multilevier dans laquelle elle a intégré directement une stratégie UGC, Always On, avec en exemple emblématique, le lancement de Sleek & Slay, donc un nouveau produit, de soins et coiffants, capillaires. Donc pour ce lancement, Secrets de Loli a d'abord, organisé un événement, de lancement avec, 110 calls, à la fois des nano, micro et macro, influenceurs, pour un événement qui se voulait vraiment une expérience immersive, où les créateurs pouvaient à la fois tester le produit, le personnaliser. Il y avait aussi une performance, musicale et de danse d'une artiste, afro-caribéenne. Du coup, cet événement a permis à tous ces calls de créer différents contenus, donc 450 contenus au total qui ont été créés, sur le moment et dans la semaine suivant, cet événement. Et au total, tous ces contenus ont permis de générer un EMV très élevé de 650 000 € d'EMV. Donc vraiment une belle opération où on voit déjà l'association, l'intégration de l'UGC dans la stratégie d'influence, des Secrets de Loli. Et au-delà de ça et plus généralement, on voit aussi dans la stratégie des Secrets de Loli et plus spécifiquement sur l'UGC, qu'ils ont une double approche où ils vont d'abord, identifier un premier pool, restreint, de créateurs, qui vont produire des contenus de qualité que la marque va ensuite réutiliser sur, ses réseaux sociaux et un deuxième pool plus large, de créateurs de 2 000 à 10 000, abonnés, qui vont eux publier, en volume sur TikTok avec un brief, très ouvert et ce qui permet pour la marque d'avoir un flux continu et always on de contenu sur la plateforme. Deuxième, case dont je voulais vous parler, c'était, Timberland, qui est aussi un case que vous retrouvez dans le guide, UGC ainsi que Secrets de Loli. Où là, on a donc l'agence Better and Stronger qui a mis en place une stratégie UGC, Always On, portée par des nano-créateurs, pardon. En fait, la marque Timberland voulait aller au-delà de la stratégie un peu classique, entre guillemets, d'influence pour déployer une stratégie vraiment
always on, authentiques, qui soient en permanence déployés sur, les plateformes, sociales. Donc pour mettre ceci en place, l'agence a identifié, 10 nano-influenceurs sur, 4 marchés. Alors pourquoi des nano-influenceurs? Justement pour, leur authenticité, le lien fort qu'ils ont avec, leur communauté, pour leur capacité à produire des contenus, de qualité et aussi dans la sélection, sur laquelle ils se sont appuyés sur la plateforme, CallSquare, parce que c'était des créateurs qui avaient déjà une forte affinité et un alignement avec, la valeur et l'esthétique, de la marque. Du coup, ces 10 nano-influenceurs ont chacun produit, 3 contenus, 1 reel et 2 carousels, donc 30 assets hautement natifs, au global, centrés sur, des produits iconiques, de la marque comme la Yellow, Boot, avec vraiment un storytelling, très lifestyle comme on peut voir sur, la story, juste à côté. Concrètement, ces contenus ont d'abord été, déployés et ont vécu en organic first sur, Instagram, ce qui a ensuite permis, à la marque d'identifier, de mesurer, d'analyser les performances, de ces posts via la plateforme CallSquare. Et en identifiant ceux qui performaient, le plus en natif, ils ont décidé de sélectionner ces contenus pour les amplifier, en paid sur Pinterest et Facebook. Donc c'est une stratégie qui leur a vraiment permis, en fait, comme c'était des contenus qui déjà performaient énormément en organique, de démultiplier l'OROI parce que, heu, logiquement, si le contenu performe bien en organique, il performera encore mieux, d'autant plus en amplification, paid. Et donc au final, vraiment, stratégie très successful puisque, il y a eu 30 millions de personnes, touchées par l'ensemble de cette campagne avec, 30 millions de vues, pardon. Un taux d'engagement très élevé et très supérieur, à la moyenne avec, 5 sur Instagram, mais aussi très élevé sur Pinterest à 4 et une augmentation de plus de 800 de l'EMV. Pour finir sur ma partie, je voulais vous présenter 5 grands principes des stratégies UGC, qui performent, qu'on a identifiés dans ce guide. Premièrement, construire des écosystèmes, et pas, des campagnes, c'est-à-dire vraiment intégrer, l'UGC dans, la stratégie influence, dans les différents channels, dans les objectifs. Ensuite, miser sur le volume, la répétition comme levier de performance. Troisièmement, penser le contenu comme un asset et pas comme un post, c'est-à-dire créer dès le départ un contenu, pour qu'il soit réutilisable sur différentes, plateformes, mais aussi sur différents, channels, aussi bien en ads que sur un site, et cetera. Quatrièmement, s'aligner avec les comportements réels, donc vraiment sur une utilisation, réelle, du créateur, de l'utilisateur qui va utiliser le produit, au quotidien. Et enfin, combiner, créativité et logique de performance, donc intégrer le storytelling, le branding et vraiment l'associer à la logique, de, performance. Et je te passe la main maintenant, Lucie. Parfait. L'idée, aujourd'hui, c'est que nous, on puisse vous présenter notre approche et nos convictions, tant stratégiques qu'exécutives sur la partie UGC, IGC. La première grande conviction, c'est qu'évidemment, un contenu qui performe, c'est un contenu qui appartient à la marque. Ça, c'est valable évidemment sur les assets au global et particulièrement sur l'UGC parce que c'est une personne externe qui vient incarner et porter les valeurs, le ton ou encore l'univers de la marque. C'est ce qui transforme un asset qui convertit une fois en véritable présence durable de manière stratégique et émotionnelle. On a deux utilisations principales, UGC et IGC. Évidemment, ils ont la même exigence d'authenticité, mais un niveau d'engagement émotionnel différent. Le créateur UGC, il va avoir une vraie authenticité brute et une meilleure favorisation à l'identification du consommateur.
tandis que l'IGC influenceur, il va apporter une véritable crédibilité et désirabilité renforcée. Évidemment, l'idée, vu que c'est en marque blanche, c'est qu'on ne va pas forcément jouir de la notoriété, enfin de sa communauté plutôt, mais c'est quand même un visage reconnaissable dans le feed de la marque. Donc, c'est évidemment complémentaire et adaptable selon vos besoins et vos objectifs de marque. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est leur capacité à incarner de manière crédible vos contenus. Maintenant qu'on a vu qui venait produire les contenus, l'idée, c'est de venir vous donner des astuces de comment on active selon votre objectif. L'UGC, il se décline vraiment selon le parcours d'achat. Donc, sur le haut tunnel, on va avoir plus une stratégie d'égérie avec des visages récurrents, incarnés et cohérents qui viennent raconter vraiment les valeurs et faire vivre votre ADN de plateforme de marque dans la durée. Donc, avoir plusieurs visages ambassadeurs sur l'année ou voire un. Pour la partie milieu de tunnel, c'est de venir vraiment créer de l'attachement émotionnel à votre marque et que les créateurs viennent parler vraiment de la relation, des bénéfices globaux que la marque a apporté ou émotionnel pour créer vraiment cet attachement affectif et donc de la préférence. Pour la partie bas de funnel, ici, on va être plutôt dans l'utile et dans le concret, donc parler de l'utilisation d'un produit spécifiquement. Effectivement, on recommande, nous, de parler d'un produit parce que ça va créer aussi ce phénomène de viralité. On a tous entendu parler du hashtag TikTok Make Me Buy It qui crée vraiment ce phénomène viral. Donc, des contenus authentiques et efficaces qui viennent répondre aux questions que les utilisateurs peuvent se poser. Quoi, comment et pourquoi. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce produit-là plutôt qu'un autre ? Sur ce bas de funnel, on va aussi penser vraiment en volume, je vous en parlerai juste après, mais venir faire de l'A/B testing avec différents montages ou hooks sur les contenus. L'idée, maintenant qu'on a parlé de plus stratégie, c'est de vous parler dans la partie exécutive. Selon nous, les succès drivers et notamment les 6 facteurs qui font la différence, on va vous les présenter. Le premier, c'est le hook. Vous en avez déjà entendu parler, mais effectivement, c'est quelque chose à ne pas négliger puisque l'utilisateur, c'est ça qui va faire qu'il s'arrête sur la publication et arrêter justement le scroll. Donc, s'il ne s'arrête pas, le reste de la vidéo ne sert entre guillemets à rien. Donc, c'est à ne pas négliger. C'est vraiment le point 1 pour la performance. Ensuite, l'authenticité perçue. Adélie vous en a parlé, c'est vraiment l'objectif de prendre un créateur de contenu. Évidemment, on leur donne des briefs qui sont plus ou moins précis, mais on doit quand même ressentir cet effet qui n'est pas de la publicité et garder ce naturel dans la vidéo. Garder l'authenticité, évidemment, mais sans négliger la qualité technique. Un tournage soigné, c'est important parce que effectivement, si la vidéo n'est pas qualitative, on va pas forcément retenir l'intention du consommateur, de l'utilisateur. On ne doit pas non plus tomber dans une production de marque. Donc, l'idée, c'est d'avoir un entre-deux et un juste milieu. Un format natif à la plateforme, Adélie le disait tout à l'heure, ça ne doit pas être pensé comme un post, mais plutôt comme un asset. Effectivement, après, on pense tout de même qu'il y a des petits ajustements à avoir, notamment en rythme, en sous-titres ou encore en call to action. Donc, on est toujours dans cette idée de volume d'assets, mais effectivement, les consommateurs ont quand même différentes utilisations des plateformes et différents objectifs selon celles-ci. Le point 5, c'est la cohérence avec la réalité produit. Premièrement, ça passe évidemment par le casting, sélectionner des profils qui correspondent à votre secteur et à vos attentes. Si on parle de vêtements pour enfants, par exemple, on va partir sur des profils plutôt parents, potentiellement avec des sessions de droit enfance pour renforcer la crédibilité. Le deuxième point, c'est d'éviter les surpromesses expériences, mais de rester dans le côté réel pour éviter la déception.
Par exemple, dans la skincare, et les créateurs souvent ont tendance à utiliser les filtres qui effacent les grains de peau, les imperfections, etc. Mais si on lisse trop la peau, effectivement, les consommateurs vont avoir plus de mal à se projeter eux-mêmes sur ce qui va être produit et ça peut créer cette déception. Donc l'idée, c'est de rester désirable mais honnête. Le point numéro 6, c'est d'avoir un insight fort. Évidemment, il faut montrer au consommateur qu'on comprend son problème, ses aspirations pour avoir vraiment de meilleures performances et une meilleure identification. Au-delà de ça, passer la création, quand est-ce qu'on amplifie le contenu? La décision, elle va vraiment se jouer selon les performances. Pour la partie haut de funnel, on va poster en organique, évidemment, et on vient booster quand certains signaux sont en vert. Le taux de complétion, par exemple, quand il est supérieur à la moyenne, on peut estimer qu'il est supérieur au-delà de 40% à 6 secondes. C'est un très bon indicateur et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et un engagement qualifié. Donc, l'engagement qualifié, on va regarder vraiment au-delà du like pour vraiment venir analyser le côté conversationnel que l'utilisateur va avoir avec l'asset, donc les commentaires, les sauvegardes et le partage. À l'inverse, pour la conversion, tout va se jouer en dark. Donc, je vous parlais de volume tout à l'heure. L'idée, c'est de venir jouer sur le volume et de venir A/B tester avec différentes accroches. Attention parce que du coup, le nouvel algorithme Meta repère un contenu qui modifie juste l'accroche et le compte comme doublon. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de modifier aussi le montage ou certains plans dans la mesure du possible pour vraiment venir performer. On booste évidemment tous les formats qui ont été produits et ensuite, on va venir garder vraiment les assets les plus rentables. Globalement, ce qu'il y a à retenir sur cette slide, c'est que on teste vraiment et on ne sponsorise jamais par intuition. On va vous présenter maintenant quelques cases. Donc, il y en a un plus haut et un plus bas de funnel. Donc, comme ça, vous allez avoir une overview globale. Le premier cas, c'est Little Green. Donc, c'est une marque de papier peint et de peinture anglaise avec une fabrication main. C'est un client qu'on a en Always On sur l'année, sur laquelle on a mis en place une stratégie social media incluant l'UGC en parallèle de production de marque. Globalement, l'objectif de l'IGC, c'était de venir nourrir l'édito et de venir aussi l'humaniser. On a eu de ce fait un très bon engagement, comme vous pouvez le voir, à 5%. Au-delà de ça, ce que ça nous a apporté, c'est qu'au début, quand on contactait les profils, ils ne connaissaient pas forcément la marque. Et maintenant que ça se développe, on voit qu'on a même des demandes entrantes de créateurs qui viennent pour collaborer avec nous. Donc, on est ravis. On voit du coup que ça a renforcé vraiment la désirabilité de cette marque. Au-delà de ça, la stratégie, ça a été de prendre, comme je vous le disais au tout début, des créateurs qui sont vraiment alignés avec l'ADN de la marque, donc cottage, féminin, avec des motifs, parce que c'est quand même des contenus qui sont assez engageants. On repeint une partie de sa maison où on ajoute du papier peint sur un mur, donc c'est quand même assez engageant. Et au-delà de ça, cette stratégie, elle a permis aussi d'évoluer parce que la désirabilité qui a été générée par la marque a permis de faire évoluer dans le sens où les créateurs qui étaient initialement des IGC demandent de plus en plus de faire un cross-post avec la marque. Du coup, ça ne devient plus de l'IGC, mais de la micro-nano-influence. Ce qui permet de vraiment venir encore plus performer. Petite précision, évidemment, quand l'IGC se transforme en influence, il faut vraiment adapter aussi le côté légal et les contrats parce que c'est absolument différent aussi. Le deuxième cas, plus bas de funnel, c'est Photobox pour la conversion. L'objectif, c'était de maximiser les ventes sur leur temps fort, notamment Noël et Black Friday, qui sont, comme vous le savez tous, une période à forte concurrence. On a sponsorisé en dark et sur TikTok plus de 36 assets, ce qui nous a permis d'avoir de très bons résultats. Comme vous voyez, on est monté à plus de 30 de ROAS en moyenne sur toute la durée de la campagne. Il faut savoir qu'un bon ROAS, voire très bon sur TikTok, c'est plutôt 5. Donc là, on est ravis de ces résultats.
Comment on a réussi à faire ça? On a notamment eu une grosse phase de testing où on est venu tester des assets, différents hooks, différentes durées. Et suite à ça, on a produit des contenus très précis avec les learnings tirés sur la durée, sur le hook qui performait le mieux ou encore sur les profils. On s'est rendu compte que les profils plus matures par an venaient performer mieux que les autres. Et du coup, pour la partie où on voulait vraiment scaler, performer avec un maximum de budget, on a activé selon ces learnings-là, ce qui nous a permis de pouvoir avoir ces résultats. Au-delà de ça, la clé d'une bonne campagne de conversion, c'est les codes promo. Premièrement, ça nous permet une meilleure traçabilité, évidemment, et de remontée de données. Mais au-delà de ça, on s'est rendu compte que sur les derniers jours de validité du code promo, on avait un ROAS à plus de 40. Donc, c'est vraiment un levier et quelque chose à ne pas négliger dans vos conversions, même si c'est juste un code promo qui offre les frais de livraison. De toute cette présentation, on vous a retenu 3 règles d'or ou choses à retenir. Le premier, c'est que 44% des marketeurs, comme vous l'a dit Adélie, utilisent des contenus UGC en paid media en Europe. Le deuxième point, c'est évidemment plus dans les best practices, adapter le rôle du créateur à l'étape du funnel. Pour le haut de funnel, on va plus opter sur des assets évidemment qualitatifs et premium, si je puis dire. Et pour le bas de funnel, on va plus opter sur du volume et des contenus qui vont vraiment venir représenter vos consommateurs. Pour le 3, ça c'est le point clé à retenir. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va fonctionner, alors tester. Évidemment, il y a des règles et des bases clés, dont les 6 facteurs qu'on vous a donnés. Mais après, en termes de construction et de créativité, l'idée c'est de venir tester un maximum. Avant d'introduire vos questions, on s'est avec Adélie posé nous-mêmes quelques questions qui pourraient vous intéresser. Adélie vous l'a déjà dit tout à l'heure, mais faut-il encore opposer influence et UGC? Eh bien, non. Évidemment, ils sont complémentaires. L'influence va plus apporter la désirabilité et on va jouer évidemment de la notoriété, donc aller chercher une nouvelle audience. Et l'UGC va permettre d'apporter le côté preuve et expérience client, vu que les consommateurs vont plus facilement pouvoir s'identifier. La deuxième question, c'est volume ou excellence créative, où faut-il mettre le curseur? La réponse, c'est évidemment, ça dépend de votre objectif, même si on a évidemment du coup sur le haut de funnel des assets qui sont moins importants en volume mais plus créatifs et plus qualitatifs, et en bas de funnel beaucoup plus d'assets qui sont moins premium que celui que vous allez poster, créer en haut de funnel. Évidemment, tout est question de demi-mesure parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, si vos assets en bas de funnel ne sont pas de qualité optimale ou assez créatifs par rapport à ce que votre audience attend, il ne va pas performer. De même pour les contenus que vous allez produire en haut de funnel, si vous n'en avez pas assez par rapport à votre budget, les coûts risquent d'être très élevés et du coup, vous aurez du mal à performer. Pour le petit 3, quels KPIs révèlent réellement qu'un asset mérite d'être répliqué? Encore une fois, ça dépend, tout est question d'objectifs finalement, mais on nous a quand même identifié 3-4 KPIs à bien regarder. Le premier, c'est le hook rate, évidemment, si les gens s'arrêtent sur votre vidéo. C'est le principal facteur d'un contenu qui performe. Le taux de complétion, donc qui regarde jusqu'au bout de votre vidéo, on estime qu'un asset est réplicable à partir de 40% au-delà des 6 secondes. Et évidemment, pour la partie bas de funnel, le CPA et le ROAS. Comme je vous le disais tout à l'heure, un bon ROAS, c'est de 3 à 5. Et pour le CPA, ça dépend du prix d'achat de vos produits. On peut estimer qu'un bon CPA est entre 20 à 30% de votre panier moyen. Voilà pour les retours. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions auxquelles on peut répondre? Eh bien, je vois qu'il y en a. Oui, il y a pas mal de questions dans le chat. Alors, il y avait une question sur
Le MV généré, peut-être que c'était sur ma partie. Enfin oui, le MV généré, c'est un indicateur qui est disponible dans la plateforme CallSquare. Donc sur des campagnes en particulier, on peut vraiment évaluer le MV qui va être généré. Créateur Pinterest activé ou seulement. Ouais, c'était la réutilisation des contenus organiques. Ça devait être une question sur le cas Timberland. Donc oui, c'était vraiment l'amplification paid des contenus créés en organic first pour Insta qui ont été réutilisés sur d'autres plateformes. Le bilan sur Pinterest, j'imagine venait des stats, des résultats de l'agence et de Timberland. N'hésite pas si tu vois des questions pour toi aussi, Lucie. Du coup, je peux rebondir sur la suivante de Marion. L'amplification paid demande-t-elle un budget supplémentaire ou est-elle comprise dès le début dans la rémunération? Ça, évidemment, ça dépend du deal, mais il faut savoir que les droits paid sont facturés par les créateurs de contenu. Ça dépend vraiment des tarifications de chacun, mais généralement et particulièrement quand les créateurs sont en agence, c'est 10% du budget média, si ça peut vous donner une idée. Les contenus cross-post les contenus étaient-ils en cross-post avec le compte du nano ou sont-ils identifiés? Je pense que ça, c'est concernant Little Green. Du coup, au début, on est parti vraiment sur de l'IGC, donc c'est de la marque blanche. Les créateurs ne sont pas identifiés. Légalement, un contenu devient influence à partir du moment où le créateur est mentionné, même si c'est sur le compte de la marque. Donc ça, et du coup, évidemment, la stratégie a évolué en cross-post. Donc, c'était bien des cross-posts pour certains avec le compte des nanos. Y a-t-il des briefs spécialisés paid pour respecter les spécificités des campagnes? Après ça effectivement, ça dépend. En l'occurrence, nous, on a tendance à intégrer nos convictions fortes et ce qui performe, donc notamment les 6 facteurs. Après, comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de venir tester, donc à intégrer, vos spécificités selon les performances que vous voyez. Une question pour toi, Lucie, sur l'utilisation de l'agence de la plateforme CallSquare. Du coup, effectivement, quand on fait de l'IGC ou de la nano-influence, nous, on s'en sert beaucoup, tant pour répertorier les créateurs, donc pour le casting, quand il s'agit d'IGC, ça va remonter parce qu'évidemment, vu que c'est pas posté sur le compte de l'influenceur, on va pas avoir les mêmes remontées. Et par contre, on se sert énormément de CallSquare à partir du moment où on bascule en cross-post, donc qui n'est plus en marque blanche, pour la remontée des données. Ouais. C'était ce qu'on observait aussi comme utilisation, par exemple, sur le cas Timberland. Ouais. Quels data indicateurs sont utilisés par CallSquare pour calculer les taux d'engagement moyens? Comme la question sur le MV, voilà, c'est des indicateurs qui sont disponibles sur la plateforme pour tout type de campagne. Après, il y a plein d'autres indicateurs aussi auxquels vous pouvez avoir accès. Si vous voulez plus d'informations, je peux vous répondre par la suite pour vous donner une vue plus globale de la plateforme, ou sinon, n'hésitez pas aussi à booker une démo request directement sur notre site. Je rebondis sur la prochaine. Qu'est-ce qui diffère dans les contrats UGC-IGC? IGC ou UGC, ça reste de la marque blanche. Donc, c'est des contrats qui sont plutôt similaires, hormis quelques clauses, évidemment. Ce qui va vraiment différencier, c'est quand on bascule en influence, donc quand le créateur est soit tagué, soit du cross-post, soit posté sur son compte, là, c'est des contrats qui sont complètement différents dans les clauses parce qu'évidemment, ça n'est pas posté ou alors dans le cadre du cross-post sur les réseaux sociaux de la marque, mais ça va être plutôt en lien avec les réseaux sociaux
sociaux de l'influenceur. Donc, il y a beaucoup de choses qui diffèrent dans ces contrats. Et une question pour moi, le logiciel CallSquare est-il utile pour mesurer ses campagnes relations presse et influence, veille, RP et médias? Les relations presse, à proprement parler, c'est-à-dire les retombées presse dans les différents médias, c'est pas quelque chose qu'on va mesurer, chez CallSquare. Par contre, si un post sur une retombée, ou sur un CP sur les réseaux sociaux, c'est des choses que vous pourrez suivre dans CallSquare, mais c'est vraiment une mesure de toutes les plateformes de réseaux sociaux et des résultats de ces campagnes que vous pouvez suivre sur CallSquare, ainsi que les différentes personnes, influenceurs et créateurs de contenu qui vont parler de votre marque et de vos concurrents. Alors sur la question de l'intégration de Pinterest, je n'ai pas la réponse. Je vais me renseigner et je vous répondrai à la question. Et ensuite, on a une question sur l'EMV. Prend-il en compte l'amplification que nous mettons en place en paid sur l'influence? Oui, tout à fait, ouais. Bon, je pense Et voilà pour les questions. Pour des questions. Je vous remets ici le QR code pour télécharger le guide UGC dont je vous ai présenté les key findings au début. Je te remercie beaucoup, Lucie, pour cette intervention et l'approche DIR. C'était vraiment super intéressant d'avoir cette approche agence et concrète aussi de vos stratégies UGC. Merci. Merci à vous et à CallSquare de nous avoir invités. On est ravis d'avoir pu participer et de vous avoir donné quelques tips, on l'espère. Ouais, super. Ravie aussi. Merci beaucoup et merci à nos 124 participants aujourd'hui. Au revoir.